On va démarrer. Donc merci à toutes et tous qui sont présents dans l'assistance. On entame cette deuxième journée de l'Open Source Experience avec cet échange autour de thématiques, notamment Open Source, vecteur d'accélération de la transformation industrielle. Alors c'est un mot assez long. L'open source, on l'a vu hier en plénière, est en pleine expansion, continue sa croissance régulière, 6 milliards d'euros pour 2022, 63 000 personnes qui travaillent directement dans ce secteur-là. On le voit aussi, c'est un secteur qui est en croissance constante, qui est soumis aussi à, comme tous les secteurs du numérique, à un problème d'attractivité et de recrutement à venir. L'open source, on le voit aussi, c'est pour les années à venir, s'inscrit pleinement dans les stratégies, notamment définies par les pouvoirs publics de France 2030. L'open source est un choix qui est fait de plus en plus par des grandes entreprises, des grandes organisations, pour structurer effectivement leur digitalisation à venir. Ce qu'on voit, c'est que l'open source a plusieurs enjeux qui collent parfaitement à ce qui est émergé suite à la crise post-Covid, c'est-à-dire un sujet de transformation accélérée des grandes organisations, des grandes entreprises et d'accélération de leur digitalisation. Donc l'open source peut être un contributeur fort en termes d'innovation et d'accélération dans ce domaine. C'est aussi un vecteur fort d'attractivité pour les entreprises. C'est un vecteur fort aussi à venir pour assurer une forme de non-dépendance technologique, d'indépendance technologique. Alors moi, je préfère le mot non-dépendance, mais là, il y a des débats. On peut parler aussi, certains parlent de souveraineté, mais comme on en parlait tout à l'heure, la souveraineté peut être plutôt un terme, un conceptuel plutôt régalien, alors que le mot d'indépendance technologique, de non-dépendance est plutôt adapté au monde des entreprises. Dans le cadre, effectivement, de cette réindustrialisation de l'Europe, l'open source est aussi quelque chose qui permet d'accélérer ces mutations, notamment si on se situe dans le cadre des plans France 2030, on voit que la création de plateformes digitalisées par silos métiers, de plateformes qui permettent de communiquer entre différents types d'acteurs de même silo, l'open source s'avère fondamental pour créer ces plateformes. Alors, l'open source, on voit, ça peut être un vecteur d'accélération. Et pour parler de tout ça et pour être concret ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants qui vont pouvoir débattre de ces sujets que je vais vous présenter. Donc, je vais commencer par Anne-Sophie. Anne-Sophie Taillandé, qui est donc directrice de la plateforme TerraLab pour l'IMT, qui est aussi membre fondateur de GaiaX. Donc, un sujet qui est d'actualité depuis maintenant 2 ans, qui travaille aussi sur la création d'un collectif ou d'un cluster commun avec l'Allemagne sur le thème de GaiaX. Je n'ai plus le nom exact, mais tu peux le préciser. Je suis à la coordination de l'effort français de développement des services fédérés de GaiaX, en complément et en collaboration avec l'effort allemand. Voilà. Jean-Pierre Cornu, éminent consultant, mais ancien et ex-DSI de Renault, donc il y a une expérience de DSI dans ce parcours professionnel assez importante, dans les stratégies à mettre en œuvre dans ces grands groupes et qui ne sont pas toujours simples, mais dans lesquels effectivement l'innovation, la prise de risque n'est pas toujours facile à concilier avec les réalités de ces grands groupes et les réalités stratégiques de ces grands groupes. On y reviendra. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Jean-Claude Laroche, directeur de mission auprès du directoire de Enedis, qui est aussi, je le précise, président du SIGREF, l'association, la plus grande association regroupant la plupart des DSI des grands groupes du CAC 40. Donc, on va avoir un débat intéressant sur ce sujet de la contribution de l'open source à cette accélération de la digitalisation, de l'industrialisation, et dans le cas de France Relance 2030, mais aussi globalement au niveau de l'Europe. Et je vais poser la première question, je vous pose tous les 3 la première question. Quel intérêt spécifique vous voyez, chacun d'entre vous, dans la mise en œuvre de solutions qui s'appuient sur des composants open source qu'est-ce qui justifie effectivement, quels sont les atouts qui peuvent justifier
le choix de l'open source dans le cadre de vos stratégies industrielles. Alors, je me tourne vers Anne-Sophie pour la première question. Oui. Donc, je vais répondre avec 2 casquettes. Donc, il y a une casquette, c'est sur ce salon Open Source Experience où je suis responsable de la partie stratégie industrielle. Et donc, hier après-midi, on a eu une série de conférences avec pas mal d'intervenants tout à fait intéressants. Et je dirais que ce que j'ai vu dans les témoignages des différentes entreprises qui sont venues, c'est au début, ils sont allés vers l'open source finalement pour se dire on va aller prendre de l'open source parce que ça va être plus pratique et puis moins cher. En fait, après, derrière, il y a tout un ensemble de choses sur effectivement la dépendance, sur la transparence, sur l'accès à des talents auxquels on n'aurait pas accès sinon. Donc finalement, dans la stratégie industrielle, de ce que j'ai pu voir hier et échanger hier après-midi, voilà, il y avait toute cette partie qui est vraiment ressortie. Après, sur l'autre casquette, donc, qui est Gaia-X, donc, où je suis pas mal impliquée. En fait, pourquoi l'open source est au cœur de Gaia-X, donc déjà, la façon dont le travail se fait dans Gaia-X, qui est une association avec plus de 360 membres maintenant, et une association internationale, alors qu'au début, c'était effectivement franco-allemand. Je dirais que la partie... la façon de travailler est ouverte, puisque les documents qui sont produits par Gaia-X sont des documents qui sont écrits par leurs membres dans les différents groupes de travail et validés par le conseil d'administration de Gaia-X. Donc ça, c'est déjà une façon ouverte de travailler. Et après, derrière, finalement, comme toutes les questions qui se trouvent sur l'indépendance ou l'autonomie, sur l'interopérabilité, sur la portabilité et sur des critères de confiance, finalement, l'open source s'est imposé comme étant aussi un critère de transparence et une implémentation qui pourrait arriver. Donc je dirais, voilà, première casquette, je vois bien pour les entreprises que c'est une façon finalement de garder une compétence plutôt que de la déléguer à une solution sur étagère, je dirais. C'est une façon aussi d'animer un écosystème qui va venir aussi, qui va être attiré finalement par des entreprises qui, à l'origine, n'étaient pas forcément des entreprises de développement, mais finalement, ils vont réussir à avoir un écosystème de talents qui vont être intéressés par ce qu'ils font. Et puis j'ai vu aussi comment en interne, dans une entreprise, il y a eu quelqu'un de Thales qui est venu expliquer toute la partie inner source et comment est-ce que tout ça avait été organisé. C'est aussi une animation et une façon de garder aussi des talents en interne. Oui, c'est une façon de réinternaliser la compétence, le savoir-faire, l'expertise au sein des organisations. Oui, tout à fait. Juste, oui, j'avais oublié de préciser, Anne-Sophie, que tu es la vice-présidente du programme d'Open Source Experience pour toute cette partie stratégie industrielle et open source. Oui. Jean-Pierre ? Moi, je crois que dans la phrase d'accroche, il y a 3 éléments qui sont clés. Il y a transformation industrielle. Et là, le défi de la France et de l'Europe est tout à fait considérable. Nous devons inventer une industrie décarbonée, respectueuse des ressources naturelles, donc fonctionnant en économie circulaire, et riche en contenu de talent. Parce que nous sommes sur la planète, un des endroits où la densité de talent au kilomètre carré est la plus élevée, et ce serait absurde et suicidaire de considérer que nous ne pouvons pas exploiter l'intelligence collective de l'Union européenne pour faire des produits industriels dont nous avons besoin. Et on s'est bien rendu compte pendant la crise de la Covid, au pic de la crise de la Covid, que sur des tas de sujets, on avait bêtement baissé la garde et on était devenu dépendant de ressources qui sont essentielles à notre sécurité, à notre santé, et qu'il faut reconquérir. Donc, il faut aller chercher une industrie du XXIe siècle, une industrie dont nous soyons fiers, qui ne représente plus du tout les vieilles images d'Épinal d'usines avec des cheminées, mais qui soit totalement respectueuse de l'environnement. Et c'est tout à fait possible. C'est ce qu'il faut que nous inventions, et c'est notamment le fil rouge du plan France 2030. Le deuxième élément, c'est que pour faire ça, comment on fait ? Eh bien, on s'est doté d'un outil formidable qui s'appelle l'informatique et maintenant le numérique, qui sont la même chose. On sait transformer le réel avec du code. On sait modéliser, à travers des jumeaux numériques, des phénomènes complexes dont on va pouvoir, à la fois en conception, imaginer des fonctionnements beaucoup plus vertueux, et ensuite, en suivi opérationnel, faire en sorte que
l'interconnexion des systèmes industriels se fasse de façon fluide et respectueuse de l'environnement. Et le numérique est au cœur de cette transformation. Ça veut dire quoi très concrètement pour un chef d'entreprise? Ça veut dire que toute son activité doit être numérisée. Toute. Et ceux qui étaient les plus résistants, sceptiques, ne peuvent plus imaginer de ne pas avoir une traçabilité complète produit, process. Le contenu physico-chimique des produits, leur utilisation, la supply chain, la destruction ou le recyclage d'un produit, tout ceci passe par une traçabilité numérique. Que vous soyez coiffeur, pizzaiolo ou patron de Thales, vous avez besoin d'un numérique de course. Et comment on fait ça? On le fait en faisant du code avec des femmes et des hommes talentueux, avec des solutions mutualisées, et ça s'appelle l'open source. La grande innovation dans le développement de l'informatique a été l'utilisation de cette force de conception partagée que représentent les communautés open source et qui font qu'aujourd'hui, une entreprise peut puiser dans ce savoir capitalisé, mais aussi y contribuer. Et quand on a besoin de transformer son entreprise, il faut mobiliser ses ressources, son personnel, ses talents. L'open source, c'est un connecteur entre les talents internes de l'entreprise et les communautés externes. Et c'est donc un facteur que je trouve enthousiasmant de transformation industrielle. Oui, on voit bien le lien avec les communautés et le travail, l'intelligence collective liée à l'open source. On voit bien ça. Et je me retourne vers Jean-Claude, là en tant que président du SIGREF. Donc le SIGREF, c'est une organisation qui réunit quand même beaucoup de DSI qui sont ancrés au quotidien dans ces stratégies de digitalisation intensive et rapide. Est-ce que pour le SIGREF, pour les DSI qui sont derrière le SIGREF, l'open source, c'est toujours, je pose la question un petit peu de manière provocatrice, toujours un vecteur d'accélération? C'est une priorité? Ça évolue? Oui. Est-ce que la relation avec notamment la puissance des offres des GAFAM ou du cloud qui bouscule un petit peu les structurations du marché, c'est quelque chose qui a été pris en compte par le SIGREF plusieurs fois, mais... Ouais, peut-être plusieurs éléments de réponse. D'abord, peut-être une toute petite précision. Le SIGREF, ce n'est pas un club de DSI, hein, c'est une association de personnes morales, en fait. Hein. Ce sont les entreprises, grosso modo CAC 40, SBF 120 et grandes administrations publiques qui en sont membres. Et elles sont représentées au sein du SIGREF par quelqu'un qu'elles ont désigné, qui peut être le DSI, mais il n'y a pas que des DSI au sein du SIGREF. C'est juste une petite précision. Non, moi, ce que je voudrais dire, et en fait, j'ai un petit peu la même approche que Jean-Pierre à mes côtés. C'est-à-dire, quand je regarde cette phrase-là, vecteur d'accélération de la transformation industrielle, il y a des mots qui sont importants dans cette phrase-là. Bon. Et j'ai envie de dire, avant d'accélérer la transformation industrielle, ou pour pouvoir accélérer la transformation industrielle, il faut la maîtriser. Il faut la maîtriser. Et en fait, une des caractéristiques de la transformation dans nos entreprises, c'est qu'elle est très souvent, elle repose sur le développement de solutions numériques. Le numérique est aujourd'hui le vecteur par excellence de transformation de nos organisations, de nos entreprises, etc. Et pour maîtriser donc cette transformation, il faut maîtriser ces solutions numériques. Et je ne vois pas qui pourrait avoir la prétention de maîtriser des solutions numériques s'il n'a pas accès au code. Je voudrais juste redire que le monde de l'informatique, c'est quand même un monde technique dans lequel on a besoin de personnes qui s'intéressent à des questions qui sont des questions scientifiques, des questions techniques, qui s'intéressent au code. Et dire qu'on travaille sur de l'open source, ça n'est rien d'autre que de dire qu'on travaille sur des solutions pour lesquelles on a accès au code. Et si on a accès au code, il faut se doter des moyens qui nous permettent de maîtriser ce code. Alors pourquoi, derrière, une fois qu'on a fait ça, c'est un vecteur de transformation? Et ben d'abord, il faut réfléchir au terme, finalement. Qu'est-ce qu'on met derrière le terme de transformation?
c'est pas seulement le fait de faire des produits nouveaux, c'est pas seulement le fait d'acquérir de nouveaux clients, c'est pas seulement le fait d'améliorer sa productivité. Il y a certes tout ça, mais il y a aussi le fait de le faire dans un monde qui bouge, et qui bouge et un monde dans lequel on a besoin de plus de durabilité de ce qu'on fait, on a besoin de plus de sobriété, on a besoin de prendre en compte tout le contexte climatique dans lequel on est, de problèmes de biodiversité, etc. Et on a besoin de plus de sécurité dans un monde qui devient plus tendu. Et l'open source, c'est un vecteur, j'allais dire, privilégié pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Alors pourquoi sobriété? Ne serait-ce que si vous arrivez à optimiser vos codes, déjà, première chose, vous êtes plus sobre que quand vous n'avez pas accès au code. Deuxièmement, nous battons du côté du SIGREF contre l'obsolescence logicielle, qui est organisée par les éditeurs, qui ont des stratégies d'évolution de leurs produits à des rythmes qui sont accélérés et qui finissent par supprimer la maintenance des anciens produits. Et quand vous avez des anciennes solutions d'éditeurs et que vous voulez choisir un autre acteur pour faire le support, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de passer sur la version suivante qui vous est imposée par l'éditeur. Et en plus, souvent, ça vous oblige à faire un upgrade de votre matériel, ce qui peut avoir des conséquences énormes. Tout ça ne va pas dans le sens ni de la sobriété, ni de la durabilité. Dans la transformation, il y a aussi les questions de sécurité. Je l'ai dit, on est dans un contexte géopolitique beaucoup plus tendu, etc. Faire des audits de code pour vérifier qu'ils ne contiennent pas de vulnérabilité, ou du moins que vous maîtrisiez, disons, les risques qui sont liés à l'utilisation du code, c'est un des facteurs qui vous permet de vous sécuriser. Donc tout ça pour dire que c'est un vecteur, j'allais dire, l'accès au code, c'est comme ça que je le dirais moi, c'est l'accès au code. C'est un vecteur de maîtrise de la transformation industrielle dans un contexte dans lequel le progrès passe par le fait qu'on s'adapte au monde d'aujourd'hui. Et d'accélération, oui, parce que dans la mesure où si vous ne le faites pas, de toute façon, vous êtes pieds et poings liés, vous ne pouvez plus bouger, vous êtes pieds et poings liés à ce que veulent bien faire les éditeurs qui sont face à vous. Et en fait, eux, la transformation qu'ils vous proposent, c'est une transformation qui va dans le sens de leurs intérêts et pas de votre transformation. Voilà, donc c'est ce qui me semble être illustratif, disons, de ce qu'il y a derrière cette phrase d'accroche. Je rebondis juste sur ce point-là. Donc, je souscris à 200%, bien sûr, à tous ces propos. Le sujet, c'est qu'on voit quand même que des grands groupes, pour accélérer cette digitalisation, sont obligés ou sont contraints ou font le choix, je cherche les mots exacts, ça dépend des réalités, de faire des alliances quand même stratégiques avec des hyperscalers, avec des certains nombres de GAFAM. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas ces choix-là il y a 20 ans, on faisait des choix stratégiques pour les DSI ou les directions générales des grands groupes, avec des grands éditeurs comme, on ne va pas les citer, mais qui structuraient les entreprises comme SAP, Oracle ou autres. Et effectivement, là, on voit qu'il y a un certain nombre de grands groupes, dans l'automobile ou ailleurs, qui prennent des alliances stratégiques avec des hyperscalers. Et on peut avoir peur, même s'il y a une couche open source dans ces hyperscalers, on peut avoir peur quand même de retourner dans une logique de dépendance qui n'est pas celle qu'on veut mettre en avant quand on veut insuffler de l'open source. Est-ce que là-dessus, quelle est votre analyse? Oui, mon analyse, c'est que d'abord, il y a une force de frappe des hyperscalers en matière commerciale qui est considérable et qui fait que, en tout cas, même si l'open source se développe, je voudrais quand même nuancer ce qui vient d'être dit, l'open source se développe à l'intérieur de nos organisations, mais il se développe moins vite sur les couches logicielles qui sont directement en contact avec les utilisateurs métiers que sur des couches logicielles qui sont plus enfouies à l'intérieur de nos systèmes d'information, tout ce qui est middleware, etc. Et pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, il y a eu un certain nombre il y a eu une pénétration très forte des solutions d'éditeurs dans nos entreprises depuis des années. Le fait d'en sortir est considérablement extrêmement difficile. Si vous voulez sortir d'une solution, par exemple SAP, si vous êtes dans une entreprise d'une taille importante, vous avez immédiatement un projet de 100 ou 150 millions d'euros, vous avez de la conduite du changement majeure à faire auprès de vos utilisateurs. Et donc,
évidemment, une direction des systèmes d'information ou une direction informatique va se dire, avant de me lancer là-dedans, je vais voir si c'est créateur de valeur, parce que le coût est tel que... Bon, donc, du coup, il y a un certain nombre de, j'allais dire, de positions installées d'un certain nombre d'éditeurs dont il est extrêmement difficile de sortir et qui conduisent à ce que, derrière, ça se traduit par des accords... bon. Pour autant, il y a des zones entières dans les systèmes d'information dans lesquelles le jeu est plus ouvert. Et même d'ailleurs sur ces grandes solutions d'éditeurs, le jeu il se réouvre le jour où l'éditeur arrive et vous dit il va falloir renouveler votre contrat et monsieur c'est plus 100%. Et là, d'un seul coup, vous avez même les directions financières qui recommencent à s'interroger pour savoir s'il faut rester dans ce type de solution. Tout à fait. Mais cette notion, je vous ai mis, Jean-Claude, un point en avant qui me paraît important pour l'open source, c'est la durabilité. Et je pense que quand on reparle d'accélération, il ne faut pas confondre d'accélération et le fait aussi de s'installer dans un temps plus long pour les grandes organisations et de reconstruire leur infra, on s'installe dans un temps plus long. Et je pense que pour ça, l'open source et la durabilité qui est associée est un facteur comme très positif, me semble-t-il. J'ai envie de poser une deuxième question là, qui va être un peu différenciée pour chacun d'entre vous. Je me tourne vers Anne-Sophie, c'est pas pour mettre en œuvre ces stratégies d'accélération en s'appuyant sur l'open source. Quels moyens en fait avons-nous à disposition? Quels moyens mettre en œuvre? Quel outil? Quel type de plateforme? Quelle logique de construction vous privilégiez? Je fais référence bien sûr un petit peu à ce qui se passe autour de GaiaX, mais ça serait intéressant de voir qu'est-ce que vous privilégiez dans la mise en œuvre pour effectivement, concrètement, insuffler de l'open source dans ces sujets-là. Donc c'est vrai que moi je vais avoir une vision un peu différente. J'ai moins une casquette DSI ou en tout cas, voilà. Moi je suis un IMT, donc c'est différent. Effectivement sur GaiaX, en fait, donc je disais l'open source, et c'est exactement pour toutes ces raisons qui viennent d'être dites par Jean-Pierre et Jean-Claude sur des problématiques d'indépendance et peut-être de vision peut-être un peu plus long terme sur finalement comment on veut organiser sa DSI. Et puis là, on parlait aussi de problématiques internes, mais en fait, finalement, on voit que les entreprises ont besoin de travailler aussi en écosystème sur un certain nombre de cas d'usage. Et quand on choisit des solutions propriétaires, elles ne sont pas forcément compatibles avec les solutions d'éditeurs logiciels. En fait, elles ne sont pas forcément compatibles avec d'autres, sauf si on prend les acteurs majeurs du marché. Mais là, on peut se demander si on ne perd pas une partie de sa connaissance vers lui et que finalement, c'est lui qui pourra faire l'interopérabilité et plus sa propre entreprise. Donc c'est pour ça que dans GaiaX, si on revient sur le sujet, on s'est posé quand même pas mal de questions sur l'interopérabilité et la portabilité. C'est quand même l'ADN de départ. En vue de pouvoir créer des espaces de données. Donc des espaces de données, c'est finalement comment est-ce qu'on peut faire circuler de la donnée entre entreprises, sachant que chacune des entreprises veut contrôler l'usage de la donnée qui va être fait. C'est pas de la circulation aussi simple. Donc ça, c'est vraiment des thématiques. On voit dans le domaine de l'énergie, il y a des cas d'usage qui sont très importants. Et justement, dans des thématiques comme la sobriété en ce moment, je pense que ce genre de choses est important. Donc finalement, l'open source est au cœur pour arriver à le faire. Et doit poser sur des spécifications techniques qui sont définies dans cette association et qui sont publiques. Et donc l'open source est une façon de l'implémenter. Alors après, comment faire? Ça, c'est la grande question. Donc déjà, il y a la question de la communauté, qui est quand même... L'open source existe s'il y a une communauté. Alors en fait, c'est cette communauté qui est importante, parce que sinon, c'est des lignes de code. Donc après, les lignes de code, si elles sont utilisées par 3 personnes... elles n'ont pas forcément une durabilité, tu parlais de durabilité, elles n'ont pas forcément une durée de vie très élevée, quoi. Donc la communauté est importante, donc c'est pour ça que l'association est jeune, donc c'est une mécanique à lancer qui est en cours. Il y a un certain nombre de hackathons et autres pour faire venir aussi une communauté et des contributeurs open source. Et après, derrière, c'est aussi la facilité... Là, c'est pour la création de l'open source, ça... Et puis après, il y a la facilité d'usage. Donc finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est des briques technologiques qui soient bien identifiées, qui soient compatibles avec des specs, et qu'on puisse finalement utiliser de façon la plus simple possible. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours. Il y a la problématique de la formation, de la documentation. Enfin voilà, c'est ces choses-là qui vont faire que ça va pouvoir être utile. Et après, on veut donner des moyens aussi très opérationnels pour pouvoir le faire dans un environnement sécurisant pour pouvoir faire ces tests, parce que là on parle de circulation de données qui devient là un problème énorme pour les entreprises. Oui. Je pense que c'est important de préciser, Anne-Sophie, que GaiaX n'est pas
un projet qui vise à construire un... Non, Gaia X, c'est pas un éditeur logiciel. N'est pas un éditeur Non, logiciel, non. n'est pas un projet qui vise aussi à construire un... Et ça avait été un problème de communication au structure départ, une structure de cloud souverain. Non. On est loin de tout ça. On est loin, ouais. On est vraiment dans la structuration d'un marché de données. Et il faut permettre de créer des interactions entre les différents acteurs de ce marché par silo métier. Et ce qui garantit quelque part cette capacité d'échange, cette capacité entre les différents acteurs de pouvoir échanger, monétiser de la donnée, c'est effectivement de s'appuyer sur des infrastructures qui soient, elles, open source, pour effectivement ne pas être dépendant des personnes qui derrière vont infogérer ou qui vont monitorer ces données. C'est exactement ça. C'est finalement toute cette glue, en fait, doit être open source, c'est-à-dire que chacun des acteurs a sa façon de travailler. L'idée, c'est pas de recréer un nouveau cloud souverain ou de recréer une fédération. C'est plutôt cette glue doit être open source parce qu'elle a besoin d'être transparente, hein, sinon elle ira pas bien loin. Tout à fait. Jean-Pierre, j'avais une question, moi, plutôt sur toi qui as une vision quand même avec ton expérience et tes témoignages écrits sur la réalité du monde du système d'information, de son évolution. Quels sont pour toi les freins encore existants ou à venir par rapport à l'adoption plus massive effectivement des solutions open source dans le cadre de cette digitalisation des entreprises? Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Pourquoi l'open source n'est pas plus répandu alors qu'il a tous les mérites qu'on vient de décrire? Je crois qu'il faut remonter à l'histoire de l'informatique. Vous savez, les problèmes d'aujourd'hui ne sont que les solutions d'hier. Il s'est produit à la fin du XXe siècle un espèce de mouvement panique avec le fameux bug de l'an 2000 dont les plus jeunes ne peuvent pas se souvenir, mais qui a agité le landerneau informatique et qui a conduit les grands éditeurs à dire, écoutez, on s'occupe de tout, ne vous fatiguez pas, vous avez fait des erreurs de développement, mais ce n'est pas grave, mais vous allez voir avec nous, vous allez avoir des solutions fonctionnelles de haut niveau et des solutions techniques de haut niveau. Et ils ont développé, de façon très habile, tout un discours auprès des dirigeants d'entreprise, et pas des équipes informatiques, en expliquant que l'avenir de l'informatique était dans les grands groupes qui allaient régler tous les problèmes avec des ERP, et puis maintenant avec des hyperscalers. Ce langage-là a beaucoup de mérite pour les dirigeants d'entreprise. Je me débarrasse d'un problème, l'informatique, auquel je ne me suis jamais intéressé parce que j'y comprends rien. Alors, discours classique. Hein. Moi, j'ai entendu un patron du CAC 40 un jour dire « Mais je ne comprends pas pourquoi je dépense 600 millions d'euros en informatique alors qu'on peut aller à la FNAC s'acheter des ordinateurs. » SIC, hein, et quelqu'un de très connu. Donc, il y a eu... Non, je ne balance pas. Regardez la rubrique judiciaire et vous trouverez. Mais il y a effectivement, je crois, une doxa venue clairement des États-Unis, avec IBM, qui a été dans les années 70 le promoteur, et qui s'est développé ultérieurement, et qui a consisté à dire que l'informatique était trop compliquée pour que les entreprises s'en emparent elles-mêmes. Et ça nécessitait trop d'investissements, trop de compétences. Et de fait, on nous a expliqué, nous, DSI, qu'on était les crétins des Alpes en ne mettant pas tout à Bangalore. Là aussi, j'ai des noms. De fait, l'open source est remonté par les couches d'infrastructure. Et les couches d'infrastructure ont été un théâtre d'opération privilégié pour l'open source pour deux raisons simples. La première, c'est que les dirigeants ne s'en préoccupaient pas. Et deuxièmement, parce que les utilisateurs n'étaient pas dans la boucle. Parce que les couches d'infrastructure, c'était vraiment quelque chose de technique où les informaticiens ont tout de suite compris l'intérêt d'avoir du code open source pour gérer leurs infrastructures, pour monitorer, pour faire évoluer, pour gérer la cyber, etc. Et puis on se rend compte que le point faible de l'open source a été clairement l'applicatif. Pourquoi on n'aurait pas généralisé OpenText comme système de gestion de texte?
Tout simplement parce qu'on a eu des gens très habiles en marketing et qui mettent beaucoup d'argent en marketing, qui nous ont tous convaincus que c'était quand même mieux d'avoir un truc qu'on payait de 100 € par an que d'avoir un truc gratuit fait par des gens intelligents qui le faisaient évoluer en permanence. C'est quand même assez tordu quand on regarde l'histoire de l'informatique. La réalité de demain, pour faire sauter ces freins-là, elle passe par 3 conditions. La première, c'est qu'il faut intéresser les jeunes à l'informatique. Mais dès le collège. Ça fait longtemps qu'on en parle. Le SIGREF a été militant là-dessus. Mais on n'a jamais réussi encore à convaincre les ministres de l'Éducation nationale que la formation au code était quelque chose de formidable en termes de développement intellectuel. On a fait une mission en Israël avec Jean-Claude où on nous a expliqué qu'une des forces de ce petit État était d'enseigner le code dès le collège. Et c'est dans ce vivier de gens très formés, très talentueux, qui tirent tous les experts qui leur permettent d'être en pointe dans beaucoup de domaines, notamment en IA et en cybersécurité. Donc il faut former. Deuxièmement, il faut attirer des gens divers. Alors il faut des ingénieurs, mais pas que. Le code, c'est aussi une affaire de relations humaines. Je dis souvent, le code est anthropologique. Parce que quand on est dans une société complexe, on a besoin de gérer des interactions. Et qu'est-ce que c'est la gestion d'interactions? Ça s'appelle des algorithmes. Depuis la nuit des temps. Et l'algorithmique est quelque chose qui doit être développé partout, y compris avec des gens qui ont une culture de littéraire. Troisièmement, il faut développer des communautés. Et ça, c'est très important. Et des communautés qui vont monter vers le champ de l'applicatif. Et là, on a plein d'opportunités. On a tout l'Internet des objets, dont on voit qu'il est quand même très largement dominé par l'open source. On a aussi le monde de la data. Tout le monde s'est emparé de cette idée, la data, c'est le nouvel Eldorado, etc. C'est pas vrai. On ne tire des informations de données que quand on les comprend, qu'on les maîtrise et qu'on les gère. Et ça suppose des talents, ça suppose de la compétence, ça suppose de la créativité. Donc moi je plaide, je me bats, et j'ai été aussi président du SIGREF, et le SIGREF s'est toujours battu là-dessus, pour qu'on valorise le fait qu'il faut réintroduire dans les entreprises la fonction de développement comme une fonction noble. Il ne faut pas s'en débarrasser, il faut investir. Et quand on investit dans le développement, ben on est capable de contribuer aux communautés. On n'est pas simplement consommateur de code, mais on en produit. Et on attire des jeunes. Comment voulez-vous attirer des jeunes dans l'industrie, des jeunes, hommes et femmes, dans l'industrie du XXIe siècle, si on ne leur inculque pas l'idée que la gestion du code est quelque chose d'absolument essentiel dans la compréhension des phénomènes complexes, et que l'industrie est un phénomène complexe quand on y rajoute la supply chain et les interactions avec l'environnement. Donc il y a un vrai travail culturel qu'il faut que nous menions, pas simplement dans un open source militant tel qu'on a pu le connaître il y a quelques années, mais dans un open source opérationnel qui répond de façon concrète à un rapport coût-valeur dans la création de richesses des entreprises et qui permet d'attirer des talents et de montrer à tout le monde que c'est une solution qui fonctionne. C'est ça qui est important. Ce n'est pas un truc de militant. Hein. Et à partir du moment où on se rend compte que l'open source, c'est une solution industrielle, fiable, sûre, pilotée et qui permet de gérer notamment la cybersécurité, qui va devenir un problème énorme. Vous savez, on vit ce qu'on appelle une guerre hybride, où on considère que l'assaillant n'est pas simplement sur le champ de bataille, mais il cherche à déstabiliser profondément les institutions, les entreprises de l'adversaire. Et comment il le fait? Avec du code. Donc il faut aussi qu'on considère que se défendre au XXIe siècle, c'est gérer de façon intelligente, avec des talents, avec des normes, des règles importantes, le code dans l'entreprise qui devient une valeur commune d'un territoire, et c'est notamment notre ambition européenne.
Oui, oui, on voit bien que l'attractivité, la formation des futurs talents, c'est l'enjeu clé. Ça peut être un frein, mais c'est aussi l'opportunité. On voit aussi bien que ce qu'apporte l'open source, c'est pas une technologie, mais c'est une façon de travailler. Une façon de travailler collective, une façon de travailler effectivement avec différents types d'acteurs. Il y a des fondations, des communautés technologiques, des éditeurs open source, des intégrateurs open source. Et on voit que c'est cette façon de travailler qui peut être intéressante, puisque on a la réputation de dire, et là entre par exemple la France et l'Allemagne, en France on ne sait pas trop travailler en meute, mais l'open source, qui est comme la France, on l'a vu dans l'étude hier, est encore un pays qui est en leadership en Europe par rapport à l'open source. La France a réussi à développer comme tout un écosystème qui fonctionne bien, qui est en croissance, qui s'appuie sur ces différentes parties, des fondations, des communautés, des éditeurs, des intégrateurs. Et je pense que ça, c'est quand hier, dans ta thématique, Anne-Sophie, il y a une présentation de l'inner source, je pense que cette façon de travailler au sein des grandes entreprises, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'acculturation. Et c'est un point important. Pour faire le point, ce que tu as dit aussi avec Jean-Claude, c'est quoi les use cases les plus faciles à mettre en œuvre ou les plus stratégiques à mettre en œuvre pour un grand groupe comme là, je parle peut-être plus comme DSI ou directeur de mission de l'Enedis. Quel cas d'usage on peut privilégier pour l'utilisation massive de l'open source? On a parlé d'IoT, mais... Je vais parler avec ma casquette d'ancien DSI d'Enedis jusqu'à il y a quelques jours, où mes équipes ont développé finalement intégralement le système Linky. Je prends cet exemple-là parce qu'en fait, il est assez emblématique, il est connu de tout le monde. La plupart des gens ont un compteur Linky chez eux. C'est en fait un système qui est quand même très élaboré, pour lequel on a fait le choix de mettre des infrastructures en data center en open source. Donc c'est peut-être une des parties les plus industrielles du fonctionnement de l'informatique de cette maison. Tout ça pour dire que ce n'est pas des solutions, disons, marginales, etc. C'est vraiment le cœur de la machine. Alors pourquoi on a fait ce choix d'aller vers l'open source, la containerisation en data center, etc. C'est parce que c'était au moment où on a dû se lancer dans la réalisation de cette infrastructure en data center, plus de 10 000 serveurs, etc. On n'avait pas de partenaire en fait industriel capable de nous porter une infrastructure de cette nature. Et c'était la seule manière de répondre à des prescriptions, notamment des prescriptions en matière de sécurité de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Pourquoi? Parce que c'est une infrastructure sur laquelle il fallait qu'on maîtrise de A à Z l'architecture réseau, sur laquelle il y a une séparation physique entre les flux d'administration et les flux d'exploitation. C'est une infrastructure qui est bisite, bisal, etc., totalement redondée. Donc la complexité inhérente à cette infrastructure et le niveau d'investissement nécessaire pour construire une infrastructure de cette nature faisait qu'on n'avait pas assez naturellement dans le paysage des acteurs capables de nous la proposer. Et on est parti vers le fait de la développer. Alors on avait le choix entre partir sur des solutions éditeurs. Moi, en tant que DSI, j'ai fait le choix de sortir de solutions éditeurs connues, hein, des maisons comme les maisons les plus connues, c'est les maisons comme VMware. Hein. Je voulais sortir. Et d'ailleurs, je ne le regrette pas, parce que depuis notamment l'annonce du rachat de VMware par Broadcom, on ne sait pas exactement ce qui va advenir de l'offre de VMware, alors que énormément de sociétés en sont dépendantes. Donc le fait de faire le choix de sortir de ce type de dépendance, c'était un choix stratégique majeur que j'ai dû assumer. Alors derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut investir dans les compétences massivement. Des surfraudes. D'abord, ça veut dire des surfraudes, mais ça veut dire qu'il faut investir massivement dans les compétences. Et c'est un choix d'investissement durable, parce que le fait de maîtriser la construction de cette infrastructure vous en rend le garant de sa bonne exploitation par la suite. Et l'aventure industrielle qu'il faut conduire à la fois pour la construire et derrière pour l'exploiter, c'est une aventure enthousiasmante pour les personnes qui nous ont rejoint là-dessus. Alors, quels sont les freins? Les freins, c'est précisément ça. C'est-à-dire, c'est le fait que quand on veut se lancer dans l'open source, il faut investir dans l'humain, dans les compétences qu'on a dans ces équipes.
Et il faut investir pas seulement pour soi, pour ses propres usages, mais aussi pour ne pas être, comment dire, qu'un consommateur d'open source. Pour participer à l'élaboration de l'open source, il faut avoir un peu de ressources à mettre dans les communautés. Et beaucoup d'entreprises ont des difficultés déjà à créer, parce qu'aujourd'hui on est dans une période de pénurie de compétences, et ensuite ont des difficultés à faire tourner l'état d'esprit de l'entreprise pour expliquer qu'on va avoir des gens qui ne vont pas travailler à 100% pour nous. Ça, ce n'est pas quelque chose qui, nativement, dans nos organisations, est accepté. Donc, c'est un état d'esprit en même temps qu'un investissement sur l'humain qui est nécessaire. Et ce sont, à mon avis, aujourd'hui, ceux-là les principaux freins. Ce n'est pas la capacité de l'open source à offrir des solutions industrielles. Pas du tout. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est celui qui avait été indiqué tout à l'heure. Hein. C'est le fait que on a réussi à convaincre les utilisateurs finaux du fait que être totalement dépendant de A à Z ou de Google ou de Microsoft, c'était bien mieux que le fait d'être dépendant de personnes qui sont formées chez nous, qui connaissent le code et qui sont capables de le faire évoluer en fonction de ses besoins, ce qui est bizarre, mais c'est comme ça. Et qu'en plus, ils sont prêts à payer pour ça. Donc ça, c'est un frein majeur. Mais aussi, le deuxième frein, c'est que, évidemment, la contrepartie du fait qu'on maîtrise, c'est le fait qu'on ait les compétences et qu'il faille les développer. Et je pense que c'est un des principaux sujets aujourd'hui des grandes DSI, c'est qu'il faut qu'elles internalisent de la compétence. La mode selon laquelle il faut tout externaliser, envoyer tout en Inde, etc., elle a vécu. Donc il faut internaliser de la compétence, il faut s'appuyer sur des personnes qui proposent une aventure industrielle intéressante, et ce, dans la durée. Et l'open source, à mon avis, est bien adapté à ça. Oui, donc de créer effectivement, pour contrer ce frein, c'est de créer effectivement au niveau de chaque entreprise, organisation, des écosystèmes qui soient en phase avec cette stratégie. Parce qu'on le voit bien, si on démarre un projet d'infrastructure en OpenStack, il faut quand même avoir un certain nombre d'acteurs en interne, à l'externe, pour faire... Et en externe, oui. On a noué un partenariat d'ailleurs là-dessus pour pouvoir nous-mêmes intégrer de la compétence et grandir aussi nous-mêmes en compétences là-dessus, côté Enedis, avec Red Hat. Oui. Parce que sinon, tout seul, dès le début, on n'aurait pas pu. D'accord. Eh ben, je crois qu'on va s'arrêter là. Peut-être un dernier mot, si vous avez un dernier mot à rajouter, on a 2 minutes. Donc, si par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, Anne-Sophie, si tu veux... Ou des questions d'assistance, bien sûr. S'il y a des questions, on peut y répondre. Il reste 2-3 minutes. Oui. Il y a un micro là. Je viens à vous. Merci beaucoup, c'était très intéressant et je pense que je me retrouve beaucoup dans tout ce que vous avez dit. Je suis Sophie Proust, CTO d'Atos. J'ai une question sur la cyber security. Alors, bon, un point aussi qui me paraît important dans l'open source, c'est tous les standards. Et donc, Gaia-X, Kubernetes, vous avez parlé de l'infrastructure, donc tout ça, je pense, ça a été... Donc là, il y a une grande phase de régulation au niveau européen, avec le Cyber Resilience Act. Est-ce que ça va pas être un frein, parce que ça va imposer, en fait, aussi, bien que c'est toujours un bien pour une difficulté, mais ça va imposer, en fait, de gérer les vulnérabilités, enfin l'automatisation, tout ça. Donc voilà, j'aurais aimé avoir votre point de vue là-dessus. Peut-être je vais juste intervenir là-dessus. Effectivement, Cyber Resilience Act, on y travaille beaucoup côté SIGREF. On est en train d'essayer, enfin, on va d'ailleurs répondre aux consultations qui ont été faites au niveau européen sur le sujet. Il n'y a pas d'alternative au fait de dire qu'il faut qu'il y ait des standards minimums de sécurité aux produits et services qui circulent sur le marché européen, que ce soit des produits d'éditeurs ou des produits open source. Pourquoi ? Parce que si on le fait pas, c'est tout le monde numérique qu'on risque de mettre en difficulté, voire toute notre économie. Je vais prendre un seul exemple d'open source, en l'occurrence, Log4j. Cette vulnérabilité-là, quand vous imaginez quand même que Log4j est utilisé par je ne sais combien d'éditeurs de logiciels, je ne sais combien de grandes entreprises, etc., qu'il est partout dans la nature, que c'est une bibliothèque qui est partout dans la nature, et qu'elle comportait des vulnérabilités majeures et que personne ne l'a vu, on se dit il y a un problème. Donc le Cyber Resilience Act, s'il a une vertu, c'est d'obliger les gens à rentrer dans le code. C'est une vertu majeure. Et donc moi, je pense que ça ne va pas être un frein. Ça va être au contraire un vecteur de maîtrise. Et par ailleurs, je pense qu'il faut faire attention aussi au réflexe qui consiste à se dire que quand il y a une réglementation, c'est un frein à l'innovation. Non, en général, une réglementation, elle répond à une attente
sociale, sociétale, une attente qui va dans le sens d'un progrès, quoi. Et donc, il faut que l'innovation se mette au service de ça. La question des vulnérabilités, aujourd'hui, elle est majeure. Comment on peut innover pour essayer de mieux la maîtriser, cette question? Anne-Sophie, tu voulais compléter? Non, c'est bon. Ah non, c'est parfait. Je croyais que tu voulais intervenir. Non, ça me paraît clair que dans réglementation, il y a le mot règle, et je pense que c'est bien de définir des règles dans la structuration d'un marché. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonjour, je suis Gilles Lehoux de Atos, on ne s'est pas concerté avec Sophie. Et donc je suis responsable de l'open source chez Atos. Et justement, je voulais avoir un peu votre positionnement sur le rôle des ESN, des grandes ESN, dans ce marché de l'open source, vis-à-vis des industriels et de la communauté. Comment vous voyez justement cette interaction, la valeur ajoutée que peut apporter les grandes ESN dans ce contexte? Merci. Moi, justement, on a fait un plaidoyer vibrant pour la collaboration et la coopération. Je pense que tous les acteurs sont utiles. Quand on parle de communauté, il faut qu'il y ait suffisamment de monde. Et notamment, les ESN sont partie prenante. Les plus grands pourvoyeurs d'open source sont des grandes compagnies numériques sur la planète, hein, on le sait, hein, avec les universités, avec d'autres entreprises. Il faut initier un mouvement et il faut aussi amener derrière du service. Hein, il ne faut pas croire que l'open source, c'est autodéclaratif, on devient génial. On a besoin de services, on a besoin de mise en œuvre, de continuité, de training, de formation, etc. Donc moi je pense que cet écosystème français qui est assez original, où les ESN jouent un rôle important, est quelque chose d'essentiel. Moi, le message que je rajoute à ça, c'est de dire aux entreprises, n'ayez pas peur de former des gens à coopérer. Ce que Jean-Claude a dit est tout à fait intéressant. Il faut qu'on accepte de payer des jours, hommes, en interne, pour contribuer à la communauté et à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on va acquérir de l'expertise, de l'attractivité et de la compétitivité. Parce que le but de tout ça, c'est quand même de retrouver en Europe une vraie compétitivité industrielle par rapport à nos concurrents chinois et américains, parce que l'avenir de l'Europe est dans la création de valeur sur des sujets nouveaux, innovants, qui vont créer les emplois et les fonctionnalités de demain. Évidemment, les ESN sont partie prenante de cette grande aventure industrielle. Jean-Claude? Oui, juste pour moi, je suis surpris en fait de la question, parce que autant je vois, disons, la rupture pour des éditeurs de logiciels, autant pour les ESN, pour moi, ça change pas grand-chose en fait. Parce que quand on prend un produit open source, enfin moi je le vois, hein, quand on prend un produit open source, de toute façon, il faut le paramétrer, il faut l'intégrer dans les systèmes d'information de l'entreprise. Derrière, il y a quand même des sujets autour de la maintenance, hein, de l'exploitation. Et puis par ailleurs, les ESN, donc, qui sont sur tous ces sujets-là, ils vont y être aussi sur des produits open source. Et puis par ailleurs, on s'appuie aussi beaucoup sur les ESN, sur toute une série de dimensions qui sont la conduite de nos projets, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, etc. Donc, enfin, oui. Honnêtement, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Hein. Je rebondis un petit peu sur ce que dit Jean-Claude. Effectivement, dans l'analyse du marché qu'on a vu hier, le taux de croissance du secteur en France est de 8%. Mais le taux de pénétration de l'open source dans le marché IT global est de 11%, mais pour le service, 16%. C'est-à-dire qu'on voit que la croissance s'est tirée essentiellement sur le service. Et d'ailleurs, moi, je suis plutôt à pousser et à mettre l'accent sur le rôle des éditeurs open source, qui pour moi est le modèle économique qu'il y a derrière, parce qu'il n'est pas facile de monétiser du développement logiciel. Le logiciel gratuit, ça n'existe pas. Le logiciel, ça se développe, c'est du temps homme, c'est du salariat, il faut payer, il faut des modèles économiques, et il faut pouvoir trouver des modèles de services qui permettent de monétiser derrière ce travail qui est fait par les éditeurs, si on veut avoir un écosystème d'éditeurs forts, costauds, qui puissent assurer le développement de produits fiables pour l'industrie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, la dernière alors, parce que je pense que là, on dépasse. Bonjour, Luc Nirimiazo, Nation Data Center, une filiale du groupe Altaria. Nous sommes hébergeurs de données et ce que je retiens dans votre exposé, c'est la circulation importante des données.
Je suis juste surpris que l'actualité nous amène à constater que la plupart de ces données sont hébergées par des hyperscalers qui effectivement ne sont pas ni français ni européens et qui posent un problème réel de sauvegarde et de souveraineté de nos données. J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Anne-Sophie. Ouais. Je vais peut-être commencer à répondre. Alors, c'est effectivement une question importante. Enfin, voilà. Donc là, je vais revenir un petit peu sur GaiaX et pourquoi est-ce qu'on a créé cette association. En fait, je pense que c'est aussi beaucoup par rapport à votre question. C'est-à-dire de se dire, bah oui, il y a des données qui sont un petit peu partout et en fait, on n'a pas franchement de façon d'évaluer un risque qu'on prend quand on met des données à un endroit ou à un autre. En fait, l'objectif de GaiaX, c'est pas de faire une réglementation, puisque la réglementation, elle existe et elle est faite au niveau de la Commission européenne, mais c'est de regarder derrière comment est-ce qu'on l'implémente. C'est-à-dire, quand je suis un utilisateur, je veux utiliser un service d'un hyperscaler ou d'un quelqu'un qui propose un stockage de données. En fait, je veux être capable d'objectiver finalement le risque que je prends. Quel est le niveau de confiance du service en question? Donc ça, c'est des questions qui sont essentielles et sur lesquelles on travaille dans les spécifications techniques. Quand on parlait de spécifications techniques tout à l'heure, il y a un ensemble de travaux qui sont faits sur comment est-ce que je peux, par code, évaluer ce risque. Et on a aussi fait ce qu'on appelle des labels. Donc il y a 3 niveaux de labels dans GaiaX qui sont ce qu'on appelle, nous, alors on essaye de vulgariser la chose en disant que c'est un Nutri-Score. Finalement, moi, quand je choisis un service, je vais avoir un Nutri-Score. Je veux dire, quand je mange quelque chose, je peux manger des chips bien grasses et bien salées pour certaines fois, mais quelquefois j'ai envie de manger des légumes. Voilà. Donc en fait, c'est de la même façon. Je vais utiliser un service de cloud, en fait, pour certains. J'ai plus. Ah si, ça marche. Pour certains, en fait, je vais pouvoir prendre des choses qui sont peut-être avec beaucoup de risques et d'autres, je vais avoir besoin de choses avec beaucoup moins de risques. Donc ça, sur la partie cloud. Et quand on parle de circulation de données, donc ça, c'est la façon dont je vais aller les héberger. Et après, quand on parle de circulation de données, c'est qu'on a des cas d'usage maintenant où on a besoin d'avoir un contexte. Donc on a besoin d'avoir des données qui sont beaucoup plus larges que celles que j'ai moi dans mon entreprise. Et donc là, c'est comment est-ce que je vais pouvoir accéder à ces données. Et il y a un marché de la donnée, parce que c'est pas une vue très philanthropique de la chose. En fait, c'est vraiment le business en fait qui va derrière. Il va y avoir un marché de la donnée, d'achat et de vente. Mais alors moi, je suis une entreprise, je veux exposer mes données. Il va falloir qu'on m'explique comment je vais le contrôler. C'est-à-dire qu'à la fois, je veux bien qu'elles soient utilisées dans un certain contexte par certains acteurs, pour certains cas d'usage, mais alors pas du tout pour d'autres. Donc finalement, comment est-ce que j'exprime ce contrôle d'usage et comment est-ce que techniquement je vais pouvoir contrôler la chose. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille. Donc on parlait de standards tout à l'heure. Donc on va chercher à pousser, soit on ne veut pas réinventer la roue, soit aller pointer des standards qui correspondent à ces problématiques-là, soit aller en pousser et après, en tout cas, remplir les trous dans la raquette pour que les utilisateurs puissent avoir à la fois cette vue, donc par rapport à votre première question sur l'hébergement, etc., enfin, les risques que je prends et finalement quelles sont les solutions techniques pour ensuite pouvoir faire circuler cette donnée, en tout cas créer ce marché de la donnée. Et là, l'open source, en fait, pour revenir au sujet, enfin, est au cœur, est essentiel. Écoutez, si pas d'autres questions, donc on va arrêter là. Je remercie Anne-Sophie, je remercie Jean-Claude et Jean-Pierre pour cette intervention. Et merci à tous et bon salon. Bonne journée. Merci.